Eh ben, nous voilà en direct de l'hôpital du Mont-Légia. Comme son nom l'indique, ben, on est à Liège. Alors là, vous voyez la cafétéria. Alors elle a quelque chose de particulier, c'est qu'en plus, c'est la cerise sur le gâteau, non seulement on y mange bien, on est dans un hôpital, donc en cas de pépin, il n'y a pas de souci, même si on s'étouffe avec un bon burger, mais la déco tatinesque, et ça, il n'y a pas beaucoup de cafétérias et restaurants, que ce soit en Belgique et à Liège, qui proposent voilà, ce décorum. Donc, il fallait venir dans un hôpital pour pouvoir avoir un peu de Tintin. Et alors, bah, nous sommes ici avec le docteur Philippe Schouteden. Bonjour docteur. Bonjour. Alors Philippe, avant d'aborder le sujet dont nous allons discuter ici, est-ce que tu peux un petit peu te présenter? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton parcours? Alors tu es psychiatre, docteur en psychiatrie. En quoi ça consiste? Non, oui. Bon, je suis médecin tout d'abord médecin et spécialisé en neuropsychiatrie. Alors j'ai un parcours quand même assez long parce que j'ai 78 ans, donc évidemment j'ai travaillé pendant pas mal de temps. J'ai travaillé aussi bien en cabinet privé que pour des associations style sorte de guidance, ainsi que une énorme partie de mes activités professionnelles, c'était le fait d'être médecin dans les institutions pénitentiaires de l'État. Ça m'a pris quand même énormément de temps et ça m'a permis de voir quand même énormément de pathologies différentes, dont pas mal qu'on ne rencontre pas dans les hôpitaux psychiatriques classiques. Et accessoirement, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été un lecteur assidu de Tintin. Et comme apparemment je suis resté un grand enfant, j'ai continué encore jusqu'à maintenant. Donc, effectivement, il ne faut pas être un grand psychiatre pour se rendre compte que la psychiatrie a droit de citer dans l'œuvre d'Hergé, et pas uniquement dans Tintin d'ailleurs, parce qu'elle existe aussi dans Josette et Jocko, notamment avec le Caramaco. Et donc, effectivement, il y a pas mal de choses à en retirer, pas mal de choses à en dire. Donc tu l'as dit, en plus d'être docteur en médecine, psychiatre, tu es tatinophile. Ouais. C'est la raison pour laquelle nous t'avons contacté. Ouais. Tu es membre de l'association Les Amis d'Hergé, en plus. Donc voilà. On ne pouvait pas avoir un meilleur interlocuteur que toi aujourd'hui pour aborder la question qui se trouve, c'est le titre de ce livre que nous montrons ici. Voilà. Alors ça a été écrit par Jean Hubinon. Oui. Alors Jean Hubinon, rapidement, qui est-ce? Mais Jean Hubinon, c'est également un neuropsychiatre qui travaillait, lui, dans la région de Namur et qui, donc, il y a maintenant au moins 40 ans, a écrit cette plaquette qui, à l'époque, a été éditée, je vais dire, grâce à une société pharmaceutique. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Et donc, cette plaquette a été distribuée par la société pharmaceutique. Je ne sais même plus quelle était la société pharmaceutique parce qu'en plus, son nom n'apparaît nullement dans la plaquette. En tout cas, grâce à toi, j'ai pu avoir un exemplaire de ce livre. La question de la folie dans l'œuvre d'Hergé, les traumas chez Tintin, les boss et bobos, enfin voilà, ce sont toujours des sujets qui ont été finalement assez peu abordés par les hergéologues. Il n'y a pas tellement d'ouvrages, donc j'étais très content de découvrir celui-ci, dont j'ignorais absolument l'existence. Alors, on va commencer gentiment, parce que ce sera un petit peu le fil conducteur, ce livre-là, que tu as lu, que j'ai découvert aussi, donc du coup, grâce à toi. Déjà, Hergé, son rapport à la folie, la manière dont il présente les fous, les hurluberlus, les dérangés. Avez-vous trouvé la voie? Oh non! Non? Alors je vais vous couper la tête. Non! Attendez! Voyons, n'ayez pas peur! Titi, peux-tu cesser? Oui, papa. Laisse-nous être sage. Bien, papa. Selon toi, ils sont représentés comment
Et c'est quoi l'origine de tout ça? Mais il y a incontestablement il y a une ambiguïté. Et l'ambiguïté, c'est d'une part qui représente la folie de manière fort humoristique. Pourquoi pas aussi dire de manière caricaturale. Oui. Et d'autre part, il présente un versant de la maladie mentale qui fait plutôt peur. Et là, c'est plutôt dans les psychiatres, C'est ça. visiblement, consciemment ou inconsciemment, il avait un os à ronger avec la folie et avec les psychiatres. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque où il commence à faire Tintin, donc à partir des années 30, la population de l'époque n'a pas le même rapport à la maladie mentale que ce qu'on peut avoir maintenant. La folie est quelque chose qui fait peur, qui dérange. Les médecins font peur. Et les médecins font peur, surtout ceux qu'on appelle les aliénistes. Ouais. Et la population imagine que ces gens-là ont la possibilité de transformer la conscience humaine et les faire devenir des Jekyll, des Hyde, des compagnies. Bon, alors c'est quand même un peu moins fort maintenant, mais enfin il reste quand même toujours une certaine crainte de la psychiatrie et du psychiatre qu'il n'existe pas dans les autres spécialisations médicales. Oui. Hein. Bon, On craint moins l'ORL. on craint moins l'ORL, oui, visiblement, et l'ophtalmo aussi, bon, probablement. Mais ça n'empêche qu'ils sont aussi dangereux que les psychiatres, hein, il faut pas. Bon. Mais donc, au début, quand Hergé parle de la folie, mais c'est la caricature, c'est le fou qui se prend pour Napoléon, c'est celui qui se promène avec un entonnoir sur la tête. un entonnoir sur la tête. Ouais. Bon. Ouais. Et alors, ben ça fait rire, évidemment, hein, parce que je crois que même à l'époque, les gens savaient que c'était pas ce qui se passait dans les hôpitaux psychiatriques. Mais ils avaient peut-être envie de croire que c'était comme ça, parce que ça dédramatisait la folie. C'est bien possible. Bon. Par contre, quand on passe de l'autre côté avec les docteurs Muller, qui sont bien plus dangereux que des Rastapopoulos ou que les sales crapules qu'on peut rencontrer dans Tintin, là, ce n'est pas, on ne rit plus du tout. Muller, c'est vraiment, enfin, je crois que pour beaucoup de tatinophiles, c'est un peu un serpent. Oui, il a de sang-froid. Rastapopoulos, c'est quelqu'un de très sanguin, de très exubérant. Ouais, et d'ailleurs, Hergé lui règle son compte dans Vol 714. C'est ça. Muller n'est jamais ridiculisé. Et Muller, jusqu'au bout, il est dangereux. Ah ben lui, c'est le vrai psychopathe, hein, le vrai psychopathe raisonneur, intelligent. Bon, c'est vraiment le mal incarné. Mais on va parler des méchants, donc la manière dont les médecins, les psychiatres sont représentés. C'est vrai que très vite, la question de la folie, elle est représentée dans l'œuvre d'Hergé, dans les albums de Tintin. Allez, on prend par exemple la figure du fou. Bon, il y a le personnage déjà distrait. Ça par exemple, ça peut être le savant, ça peut être le professeur Euclide, c'est le tournesol évidemment, hein, côté un petit peu dur de la feuille. Voilà, maladroit, extravagant, voilà, comment est-ce qu'on pourrait dire? Oui, je trouve qu'exubérant, c'est bien, original. Original. Et puis il y a le fou, avec par exemple Cyclone, Ouais. bon, qui a déjà un petit grain au départ, hein, mais voilà, il y a le poison qui rend fou. Bon. Et puis tous ces personnages un petit peu grotesques, mais amusants. Et puis il y a le médecin, qui, comme tu dis, est plus dangereux. Moi, la première personne, avant de penser même à Muller, qui m'intrigue, c'est par exemple ce médecin dans Les Cigares du Pharaon. Lorsque Tintin est chargé d'amener Cyclone dans un asile d'aliénés et qu'il arrive avec une recommandation d'un médecin qu'il a croisé peu avant, voilà, un peu par hasard, qui est d'ailleurs membre, je pense, de la fameuse société secrète là. On le verra après. Hein, eh bien, ce directeur d'asile, qui a
une autorité morale qui a l'air assez rassurant, vous voyez, une grande stature, une barbe. Je crois qu'il a une barbe, je pense. Plutôt que de confier Tintin, d'abord peut-être à un psychiatre pour voir un petit peu ce qu'il en est, il l'enferme. Est-ce que c'était aussi une crainte de la population à cette époque-là de se dire, tiens, si à un moment donné je dois peut-être être soigné, on pourrait me priver de liberté? C'est-à-dire que, effectivement, il y avait à l'époque quand même ce qu'on a appelé la loi sur la colocation, c'est-à-dire que les gens qui étaient dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui pouvaient être internés manu militari, sauf en général décision judiciaire et des choses dans ce genre-là. Alors on a beaucoup dit que dans certains, peut-être patelins, peut reculer une certaine compromission entre la justice, entre le pouvoir établi, le médecin, le curé, enfin bon, soit, qui aurait eu par moment des internements à la limite de la légalité. Je suppose qu'il y en a eu, mais à mon avis, il n'y en a quand même pas. C'est pas la majorité. Ça n'a pas été un fléau, sûrement pas. Mais il est bien possible que cette idée règne dans la population. Donc, comme dans beaucoup de choses, je vais dire, qu'on a reproché à Hergé, il n'a fait que décrire l'idée qu'il y avait à cette époque-là dans la société. Il était en prise avec son époque. Avec son époque. Ouais, c'est ça. À tout bout de champ. Là aussi, il était tout à fait de son temps. Il était de son temps. Et alors, Müller, on va aborder Müller, parce qu'il y a ces médecins, ces figures paternelles, mais qui, comme on l'a dit, sont un peu plus inquiétantes, évidemment, que les personnes dont ils ont la charge, étonnamment, qui, eux, sont globalement inoffensifs, même si certains, voilà, si on pense à Philippulus dans l'Étoile mystérieuse, bon, on va pas dire qu'il soit particulièrement drôle, hein, c'est quand même une figure, et je crois que Tintin en rêve, il y a un cauchemar, il est un petit peu plus menaçant. Mais prenons Müller. Müller, dans l'île Noire, à un moment donné, ayant capturé Tintin, il l'envisage de l'interner et de lui faire subir un traitement qui pourrait le rendre, voilà, si autant il rentrerait, qu'il serait tout à fait sain d'esprit, autant manifestement, après le traitement que Müller lui réserverait, il ne le serait plus. Est-ce que ça aussi, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Hein. On sait, à l'époque où les psychotropes sont arrivés sur le marché, donc, grosso modo, après la dernière guerre, celle qui sera, espérons-le, la dernière. On s'est rendu compte que les psychotropes administrés abusivement pouvaient quand même, effectivement, dégrader le cerveau de l'individu. Ça a été... On a suffisamment dit que les Russes s'en étaient servis à une époque contre leurs dissidents. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? À chacun d'en faire sa religion, mais toujours est-il que tout qui a manipulé les psychotropes un jour, et ça, tous les psychiatres l'ont fait, on s'est quand même rendu compte que ce n'était pas de l'eau, et qu'on pouvait effectivement transformer les gens en plantes grasses sans trop de difficultés. Donc, on peut dire que oui, ça pouvait arriver. Voilà. Bon. Et là aussi, c'était probablement une peur irraisonnée dans la population. Un film, tu le connais évidemment, que moi j'ai regardé quand j'étais petit, qui m'avait beaucoup marqué, c'était Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson. Ouais. Et cette idée que oui, une personne peut très bien se retrouver, de devenir folle, tout simplement, perdre la raison, tout simplement par une question de traitement que l'on infligerait. Non. Ouais, ça pouvait. Alors,
Maintenant, je ne pense pas qu'on ait jamais fait ça sciemment. En tout cas, dans les hôpitaux psychiatriques dits sérieux, Oui. on ne l'a jamais fait dans de mauvaises pages. Il fallait vraiment être communautaire pour envisager. Quand on avait à soigner des schizophrènes délirants qui ne pensaient qu'à une chose, foutre le feu à la baraque, ou bien agresser la moindre personne qui passait dans le couloir, on était bien obligé de leur administrer des sédatifs d'une puissance telle qu'ils étaient rendus inoffensifs. Donc inconsciemment, Hergé avait en tout cas un oignon à peler avec les médecins, avec la psychiatrie. Alors, on va pas aborder la question de la folie dans l'œuvre d'Hergé sans parler de ce qu'a vécu sa maman. Est-ce que tu as une opinion? De quoi est-ce qu'elle souffrait? Comment est-ce qu'elle a pu être traitée, selon toi? D'après mes souvenirs, et peut-être de discussions à droite et à gauche avec des gens, notamment des médecins qui l'ont un peu connu. Évidemment. Toi, tu n'as pas connu la maman. Moi, je ne l'ai pas du tout connu. Non. Mais je te charrie. Hein. Bon, non, je ne l'ai pas connu, mais bon, il y a certains médecins qui l'ont connu et qui l'ont même soigné, qui ont évidemment un peu parlé, probablement toujours dans le cadre entre médecins ou des choses pareilles. Donc, il y a des choses qui ont fuité. Parce que, assez curieusement, Hergé est quand même dans pas mal d'interviews et de bouquins, il est penché sur énormément de parties de sa vie. Mais moi, il est quand même lu pas mal d'ouvrages, je ne me souviens pas. Il y en a un qui parle très peu de sa mère. Cette histoire-là. Il en parle très peu, alors qu'il parle de son père. Inutile de revenir là-dessus. Mais donc, sa mère aurait été ce qu'on appelait à l'époque maniaco-dépressive et qu'on a plutôt tendance à appeler maintenant bipolaire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des individus qui passent par des périodes d'exaltation d'humeur, donc ils sont d'une joyeux, tout va bien, Madame la Marquise, tellement bien qu'ils font des bêtises, du style aller acheter une montre à 10 000 € alors qu'ils n'en ont pas les moyens, enfin, des choses dépensées en argent fou en quelques jours. Et puis d'autres périodes qui sont plutôt dépressives. Où là, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est quand même la dépression. Mais c'était une dépression qui pouvait aller très très loin, au point qu'on l'appelait la mélancolie. Donc elle quittait le registre névrotique pour aller dans la partie entre guillemets psychotique. Donc là, ayant vraiment perdu la conscience. Quoi. Alors, quelle a été la profondeur, je vais dire, de la pathologie de la mère? Je n'en sais rien. Mais là aussi, je pense bien qu'elle a été hospitalisée dans un hôpital psychiatrique de la région de Namur qui était spécialisé dans les femmes. Okay. Mais je ne sais pas exactement à quelle époque. Bon, ça c'est un volet peut-être de la criconie d'Hergé vis-à-vis de la pathologie mentale. Mais il y a aussi le fait, et ça tout le monde le sait, c'est que dans les années 50, Hergé, à plus d'une reprise, a disparu du journal Tintin parce qu'il était fatigué, était-il écrit à l'intérieur du journal, et qu'on le retrouvait marchant dans les montagnes suisses où il ne faisait pas que marcher. Oui, voilà. Il n'y était pas avec sa femme, mais paraît-il, il n'était pas tout seul. Non. Bon, oui. Donc voilà. Mais donc Hergé, apparemment, était peut-être un peu aussi bipolaire. Ce qui n'enlève rien à tout le reste. Mais du coup, allez, si on peut parler de maladie. C'est une maladie. Bon. Est-ce que du coup, c'est génétiquement, il peut y avoir une prédisposition génétique? Entre guillemets, au niveau des maladies mentales, sans jamais avoir vraiment une certitude, on a toujours considéré qu'on avait des filiations de maladies mentales. Ce n'est pas un psychotique qui fait un paranoïaque et qui fait... Il y a probablement un gène où on est un petit peu dérangé de la feuille. Mais bon, ça peut prendre
tout un tas de formes différentes. Et ça, effectivement, ça se voit. Dans la pratique courante de la psychiatrie, quand on remonte dans les antécédents, on retrouve souvent quelque chose. On peut très bien aussi, ça peut très bien apparaître comme ça, sans qu'il n'y ait jamais rien eu. Donc, on n'est pas... On a plutôt tendance à dire qu'il y a un petit fond d'hérédité. Mais Hergé a probablement aussi souffert de ça. Hein. Je suppose qu'à cette époque-là, il s'est fait soigner et que si c'était, je vais dire, une maniaco-dépression, si c'était une bipolarité, il bien reconnaître que les traitements ne sont pas d'une efficacité remarquable. Est-ce que ce n'était pas un peu, là, pardon aux ergéologues et aux spécialistes qui vont entendre cette capsule, qui vont dire mais qu'est-ce qu'il peut dire comme bêtise, mais j'ai souvenir que Hergé avait aussi été voir un psychologue ou un psychiatre un peu avant l'album Tintin au Tibet, et que ce médecin lui avait conseillé à l'époque, il s'est penché un peu sur son mal-être, justement sur ses phases dépressives, etc. Lui avait dit le mieux c'est d'arrêter de dessiner. Je pense qu'il n'a pas dû apprécier du tout le conseil, qu'il n'a pas suivi. C'était un certain Rilke, je crois, qui était allé voir en Suisse. Ça a été dit et redit. Et alors, effectivement, il ne lui avait pas conseillé, il lui avait vraiment donné comme injonction vous n'arriverez jamais au bout de Tintin au Tibet, arrêtez, c'est la seule manière de vous guérir. Apparemment, Hergé, rentré chez lui, a dit moi, je vais faire exactement l'inverse. Il s'est remis à la tâche et il a terminé. Et bien entendu, quand, quelque temps après, on a posé la question à Rilke en lui demandant, il s'est servi de l'entourloupe habituelle des psychanalystes en disant oui, mais vous savez, on dit parfois quelque chose à quelqu'un parce qu'on sait bien qu'il va faire l'inverse. C'est très facile, évidemment. Oui. Alors, la folie dans l'œuvre d'Hergé, donc ce sont les personnages excentriques. Par exemple, Tournesol. Ça peut être les personnages qui sont frappés de démence. Par exemple, le poison qui rend fou, c'est Didi, c'est Cyclone. Bon. Mais il y a aussi autre chose dans l'œuvre d'Hergé qui questionne depuis très longtemps, c'est l'alcool. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale, de l'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Un personnage qui amène aussi son lot de situations un peu cocasses, c'est évidemment Haddock, qui boit, bon, il est très drôle. Moi, je préférerais 100 fois avoir comme ami Haddock plutôt que Tintin, qui est chiant comme la pluie. Ça, c'est certain. Je suis exactement je pense. Bon, en général, Haddock est quand même le personnage préféré des tatinophiles. Alors, on peut apprécier Tintin parce que c'est un modèle. Alors, on voudrait tous tant avoir les mêmes vertus boy scout, que Tintin. Mais en même temps, Haddock est quand même vachement plus sympa. Mais l'alcool, ici, Tintin, il est quand même très cool, finalement, avec ça. Il vit à Moulinsart avec un pochetron du matin au soir, pratiquement. On va voir un spectacle, mais on va voir un spectacle dans les 7 boules de cristal parce qu'il a vu un tour qui permet de transformer l'eau en vin. Bon, ça, c'est très intéressant pour lui. De l'eau, il en manque peut-être pas à Moulinsart en ouvrant le robinet. Et du vin, ça coûte un peu plus cher. Finalement, il est assez conciliant, voilà, même laxiste, du de temps en temps. Je sais même pas s'il le sermonne. Bon, je crois qu'il l'engueule un peu quand Haddock brûle les rames dans le crabe aux pinces d'or. Là, on sent que ça l'emmerde un peu quand même. Mais après, bon, finalement, ça va. Et c'est Tournesol qui va régler le problème d'une manière assez radicale, d'ailleurs. Pour dire que là, Haddock est un peu embêté. Par rapport à ça aussi, est-ce qu'inconsciemment, qu'est-ce que tu penses, toi, finalement, de ce rapport entre Hergé et l'alcool C'est-à-dire que je pense qu'on était beaucoup plus tolérants vis-à-vis de l'alcool, encore une fois, à l'époque où Hergé a écrit tous ses bouquins. Maintenant, l'alcool est devenu quelque chose de honni. D'ailleurs, c'est bien simple. Ils nous ont emmerdés avec le tabac. Et puis,
l'alcool va suivre, hein, parce que on ne peut plus boire quand on conduit une voiture. Enfin, C'est plutôt, oui, cohérent. On ne sait plus rien faire. Hein, bon, enfin, soit. Mais à l'époque, on était quand même beaucoup plus tolérant. Hein. Moi, je me rappelle quand même, quand j'étais jeune, il était quand même fréquent de voir des gens revenir du boulot. Il fallait bien tout le trottoir pour rentrer chez soi, quoi. Hein. Et ça ne gênait pas tellement. Maintenant, quelqu'un a bu peut-être un verre de trop, je crois que ça paraît plus vite gênant. C'est ça, hein. c'est ça. Je pense que là, Tintin, lui, il ne buvait pas. Il était sobre. Donc, il représentait effectivement le parfait boy scout. Mais tolérant aussi, hein, avec son copain. Et en fait, Haddock, une fois le secret de la licorne passé, son alcoolisme, c'est un alcoolisme mondain. Bien sûr, il boit son whisky, il boit régulièrement, mais enfin, il est quand même plus très souvent sous. Et ça ne prend pas les proportions que l'on peut voir. S'il se casse la figure dans les escaliers du Moulinsart, c'est pas parce qu'il a bu. Voilà, ça, ouais, hein. ouais. Bon, voilà, c'est autre chose. Donc voilà. Alors il y a aussi l'épisode évidemment sur la Lune, où il part sur la Lune avec des bouteilles cachées dans Oui, parce que là, c'est quand même, bon, ça peut porter à conséquence. Hein. D'accord, mais là aussi, hein, c'est aussi parce que ça fait un gac avec le liquide qui se met en boule. Je pense que c'était ça aussi probablement qui plaisait à Hergé. Maintenant, là non plus, ça va peut-être faire plaisir aux hergéologues. Mais quand on lit quand même un peu de manière approfondie la manière dont Hergé vivait, je pense qu'il n'était pas loin de l'alcoolisme mondain. C'est ça. Pendant quand même des années et des années, il explique clairement que pratiquement tous les jours, il allait boire son apéritif dans une galerie, dans une galerie d'art chez Stahl, Marcel Stahl, enfin, je n'ai peut-être pas le nom, mais bon, et alors ça gênait qui, hein, il y allait à pied, il revenait à pied, donc il ne faisait du mal à personne. Et je crois que lui-même était peut-être un alcoolique refoulé. Non. Peut-être. Un alcoolique refoulé, oui. C'est-à-dire que rien ne peut nous faire penser qu'il a exagéré. Je pense que c'était quand même aussi un peu un bon vivant. Hein. Il n'était pas un moine quand même. Hein. Il était moins sérieux que Tintin. Oui, ça c'est vrai. Ça, oui, tout à fait. Il était lui aussi plus proche de Haddock. Voilà. Hein. Bon, voilà. Donc c'est probablement pour ça aussi qu'il était tolérant avec Haddock. C'est ça. Alors, il y a différentes études universitaires qui sont un peu penchées sur la folie dans Tintin. Enfin, la folie pas tellement, mais je pense par exemple à tous les traumas, les boss et bobos dans Tintin. Alors ici, tout bêtement, 244 accidents médicaux liés à 236 situations plus ou moins périlleuses ont été comptabilisés. On mettra les références de l'étude en commentaire. Le valeureux personnage de fiction a eu 33 accidents de voiture ou d'avion, dont 6 résultant de tentatives d'homicide sur sa personne. Il sera enlevé 16 fois. Des kidnappings dont il subira des conséquences pour 10 d'entre eux, en l'occurrence 6 traumatismes et 4 intoxications au gaz ou chloroforme. Malgré tout, Tintin ne fut hospitalisé que 6 fois et ne subit que 2 actes chirurgicaux. Il reste pas longtemps à l'hôpital. Voilà. Ici, là, on est dans un hôpital. Tintin, je crois que c'est dans l'île Noire, il passe 2 fois. Voilà, c'est l'album où on le voit le plus souvent. Est-ce qu'il passe au moins une nuit, c'est même pas sûr. Les Dupont viennent le voir, ils se cassent la figure juste après. Tintin, c'est un surhomme. Dans Tintin, oui, c'est un surhomme. Oui, bien sûr, on fait passer pour un surhomme. Je sais peut-être l'art d'Hergé. Moi, j'avoue bien franchement que c'était quelque chose qui ne m'avait jamais interloqué. C'est seulement depuis peu que je me suis penché sur... C'est vrai que Tintin a été victime d'un nombre absolument invraisemblable de, entre guillemets, commotion cérébrale. Si il les avait vraiment eues, à 30 ans ou 35 ans, il aurait été complètement dément. Hein. Bon.
Il suffit de se souvenir de Cassius Clay, quoi, hein, la manière dont il a terminé sa piteuse existence. J'avoue que quand je lisais ça, quand j'étais jeune, je n'ai jamais tiqué en voyant Tintin sortir de l'hôpital après quelques heures, après avoir été passé en dessous d'un rouleau compresseur. Je pense que c'était tellement bien enrobé dans les images, dans la manière d'Hergé, de parler de ce qu'il avait envie de parler, d'éluder tout ce qui n'avait aucun intérêt pour lui. Ça faisait probablement partie aussi de l'intérêt pour les enfants, de ne pas devoir se tracasser pour des choses pareilles. Hein, donc, voilà. Et ça, c'est bon avec tout, hein, parce que, oui, effectivement, il a résisté à tout, hein, au chloroforme, alors qu'on sait que c'était quand même quelque chose de particulièrement dangereux. Ben, lui, il est chloroformé, puis il se réveille dans des délais assez extraordinaires. Finalement, le chloroforme, c'est quoi? C'est quoi la conséquence? Ah ben, elle l'endort, mais évidemment, comme c'est une saloperie sans nom, ben, les gens pouvaient se sortir d'opération, mais avec des trous de mémoire. Il y avait aussi des problèmes cardiaques. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui passaient de vie à trépas sur la table d'opération parce que on avait mal dosé le chloroforme. Enfin, ça remonte. Ah oui. C'est juste, hein, ça. C'est plus trop utilisé. Ce n'est plus du tout utilisé. Parce que le docteur Muller, dans l'île Noire, c'est ce qu'il a. Hein. Oui, on va dire que son cabinet sont très accueillants, les bouteilles de chloroforme sont bien visibles. Hein. Je crois que déjà en 1930, ça ne faisait plus partie de l'anesthésie. Enfin, je dis bien je crois, parce que je n'étais pas là à cette époque-là. Alors, une autre question. La mort dans Tintin. Alors, il n'y a pas énormément de personnages qui disparaissent, en tout cas qui meurent, il y a parfois des morts hors champ, des assassinats hors champ, des disparitions, mais il y a aussi quelques personnages qui meurent et on les voit. On va les citer, ceux auxquels on pense, et on s'excuse si la liste n'est pas exhaustive, on va faire de mémoire, voilà les morts qui nous ont marqués. Dans Tintin au Congo, il y a le fameux brigand envoyé par Al Capone, qui est mangé par un alligator. Ouais, c'est pas cool. Pas un crocodile. C'est un crocodile. C'est pas un alligator, c'est en Afrique que ça se passe. Voilà. Il faut être précis là. C'est la minute jardin extraordinaire. Et donc, l'oreille cassée, on a les deux sbires à la fin, qui se noient. Emportés par les diables. Voilà. Ça, c'est une réécriture. Hein. Dans la première version, la version noir et blanc, il n'y a pas. Et je crois, moi-même, si Tintin ne recommande pas le Ramadieu ou quelque chose comme ça, il y a une petite aussi. Il faut laisser, pas un espoir, mais dans l'au-delà. Voilà. On a aussi Mussler, dans l'album, on a parlé, hein, on a marché sur la Lune, qui meurt d'une balle. Ouais. Bon, ça, clair et net. Wolf, qui part dans l'espace. Voilà, c'est hors champ, mais c'est clair, il laisse une lettre et on a compris comment ça aurait pu se passer. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, moi je pensais aussi à Herbert Dose, dans le Crabe aux pinces d'or, donc qui apparemment serait assassiné par ses anciens camarades du Carabou de Jean. Alors, si on devait faire un top 3, les morts les plus rapides et les moins douloureuses, qui s'en sort le mieux finalement dans la liste? Allez, si tu devais choisir, tu es à la place d'un de ces antagonistes. Bon, Wolf n'est pas un antagoniste, hein, mais tu te dis, allez, j'ai le choix, je prends quoi? Ah, la plus intéressante, ce serait peut-être bien celle de Wolf, hein, pour voir, parce que moi, je ne suis pas... J'aime bien l'astronomie, mais je n'y connais rien. Et effectivement, est-ce qu'il s'est satellisé bien tranquillement? C'est bien possible. Hein, mais comme il n'y a pas d'oxygène, est-ce qu'il peut à un moment donné être... à mon avis, s'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de putréfaction. Donc je vais dire, il va sécher tout seul. Il va sécher ou pas. Je n'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. Ça, c'est une question, voilà. Peut-être que maintenant, qu'est devenu Wolf? Il y a peut-être son casque, sa combinaison qui continue à tourner comme ça. Ça, je n'en sais rien. Mais là, il faudrait probablement poser la question à un spécialiste de l'astronomie. Hein,
Alors, les deux qui se noient, bon, est-ce que c'est si désagréable que ça de se noyer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour ça, on aurait dû avoir le docteur Philippe Boxeau aujourd'hui. Moi, je pense qu'au niveau... Bon, allez, s'il faut se suicider, je trouve que la noyade, c'est une bonne formule. Bon. Mais, alors, le crocodile, ça, c'est la dernière. Ça, c'est C'est moins sympa, quoi. c'est la dernière. Alors, avant ça, on peut mettre Muller qui se tire une balle dans le cigare. Ben, en principe, ça va vite aussi, quoi. Hein. Il suffit de viser convenablement, hein, parce que c'est pas si simple que ça. Hein. Ben oui. C'est pas si simple. Hein. Il y en a beaucoup qui ont voulu se foutre en l'air, qui se sont rendus aveugles, mais qui ne sont pas morts. Hein. Ça existe. Ouais. Ça a bien aidé le scénario. Ouais. Mais Hergé avait en tout cas une certaine difficulté à représenter la mort. On sentait bien que c'était pas... Oui, peut-être bien. C'est pas naturel. Non. Bah, évidemment, ça devait être embêtant pour lui, hein, parce que quand il supprimait quelqu'un, il supprimait un personnage. Donc il fallait qu'il en retrouve un autre pour le remplacer. C'est peut-être pour ça aussi qu'il réemployait certains personnages d'une histoire à l'autre. Oui, peut-être bien qu'il avait, comme tout le monde, je suppose qu'il n'avait pas envie de mourir et que la mort n'était pas sa copine. Qui me paraît très logique. Mais enfin, bon, il a eu le temps de la voir arriver. Apparemment, d'après ce qu'on sait, il l'a géré convenablement et dignement, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Eh ben voilà, bon, on aura un petit peu discuté de manière très, très succincte, parce qu'après, il y a encore beaucoup de choses à dire et à lire sur la question de la folie chez Tintin, dans l'œuvre d'Hergé, sur les traumas dont Tintin a pu souffrir ou pas, surtout ou pas. Et bon, voilà, la question de la mort, voilà, moi, je trouve que c'est amusant, finalement, c'est ces personnages. Quand on pense à Tintin, on ne pense pas à la mort. Et moi, je sais, quand j'étais petit, mon père me disait toujours, il n'y a pas de mort dans Tintin. Il m'avait mis au défi de trouver des albums. J'étais tout petit et j'avais pas eu la présence d'esprit de dire, si, il y a un tel et un tel. Mais on a l'impression que c'est tellement doux qu'on n'y revient pas. Si tu ne me les avais pas rappelés, moi, je ne les aurais jamais trouvés. Ben oui. Voilà. L'histoire du crocodile, moi, je l'avais zappé. Mais je me dis, voilà, on est proche d'Halloween, donc parler de la mort, finalement, c'est pas hors propos. Donc voilà. Philippe, docteur, un grand merci. Merci pour cette lecture, en tout cas. Donc j'espère que certains de nos abonnés pourront nous en dire encore plus sur cet ouvrage, quelle société pharmaceutique le proposait, et voilà, son origine. Peut-être que le docteur Rubinon va nous écouter, va nous voir et va dire, tiens, mais c'est moi qui ai écrit ça. Donc aussi le docteur Bataille, voilà, qui a fait la préface, qui est aussi tatinophile. Ouais, voilà. Donc allez, rendez-vous à la prochaine capsule. À bientôt.